voix qui font bouger la France jusqu'à 20h sur Sud Radio. Ça roule avec Pierre Chasseret, toute l'actualité des transports, des mobilités, pour reprendre un mot à la mode, ou tout simplement des bons vieux automobilistes, ceux qui payent de plus en plus cher le prix à la pompe. On est avec Pierre Chasseret et justement, vous nous le confirmez, Pierre, ces prix, ils augmentent. Les prix augmentent. On est en pleine augmentation. On a retrouvé des niveaux d'avant Covid et on est en train progressivement de voir une flambée des prix des carburants. On a aussi la fameuse affaire du canal de Suez, où on voit que les prix des carburants pourraient remonter à la mi-mai. Et pendant ce temps-là, nous, on s'est habitués pendant le confinement à avoir des prix relativement, je ne vais pas dire bas, normaux, acceptables. Et d'un seul coup, on nous dit... ça repart à la hausse, ça flambe, on est à près d'1,60 € en moyenne. Je crains que le sujet des carburants, pour pas dire que j'en suis sûr, ne soit une grosse épine dans le pied d'Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Eh bien, on en parle tout de suite avec notre invitée Priscilla Ludowski. Bonsoir à vous. Bonsoir. On se souvient de vous, vous êtes intervenu de nombreuses fois sur Sud Radio. Vous aviez lancé avant ce mouvement des Gilets jaunes cette fameuse pétition qui avait recueilli des millions de signatures contre la hausse du prix des carburants. Vous venez de faire paraître d'ailleurs un ouvrage en auto-édition Chronologie, comment la France a-t-elle géré la crise sanitaire? C'est auto-édité. Vous confirmez aussi que les prix ils augmentent. Oui, je confirme et je me dis que si on n'était pas en télétravail ou si on n'était pas restreint, le portefeuille en prendrait un coup. Alors on dit toujours, Priscilla, on dit la voiture c'est pour aller au travail, la voiture c'est pour emmener les enfants à l'école. Mais c'est pas que ça. Et c'est ça qui a rassemblé sur votre pétition, c'est que la voiture c'est bien au-delà de ça. Dans les usages, vous avez reçu bon nombre de témoignages, je pense, dans le 1 200 000 personnes qui ont signé. Qu'est-ce que vous disent les automobilistes? Oui, j'ai reçu énormément de témoignages, notamment des personnes qui ont pour outil de travail leur voiture. Beaucoup de gens qui étaient chauffeurs, VTC, ou même les personnes qui travaillent au niveau des soins, les urgentistes, tout ça. En fait, les gens qui viennent aider les gens à domicile, les aides soignantes, les auxiliaires de vie. Et en fait, même si certaines d'entre elles sont auto-entrepreneurs, et qu'elles ont un statut qui leur permet d'avoir des frais déduits, etc., ça reste un budget important au quotidien. Quand l'outil de travail, c'est le loisir, le travail et le fait d'être contraint à aller aussi à une distance éloignée pour aller soit chez le médecin, soit emmener les enfants à l'école, ou soit... J'avais des personnes qui me disaient, moi j'emmène ma mère à l'EHPAD et je retourne la chercher, je reviens, etc. Et ça me fait des distances incroyables et un budget incroyable. Presque des fois un prix d'un loyer. Donc c'est énorme. Est-ce que vous croyez que les Français sont prêts, moi je dis non, mais est-ce que vous pensez que les Français sont prêts aujourd'hui à retrouver un niveau de prix des carburants qui approcherait les 2 €? Parce qu'à l'époque où on est monté, Jean-Marie, on est parti, ça s'est fait très progressivement. Et là, c'est d'un seul coup. Après Covid, on sait très bien qu'il va y avoir une relance économique. On sait très bien que ça va être palpable à travers les prix des carburants. Est-ce que les Français sont prêts à accepter 2 € le litre? J'espère que non, personnellement, parce que c'est inadmissible déjà, parce que cette taxe, elle est injuste, elle est injustement articulée. En fait, on était en tant qu'automobiliste les seuls à être taxés, contrairement à l'avion et au bateau de croisière. Et en plus de ça, on a une TVA sur la taxe. Donc on est doublement taxé. C'est punitif. Voilà. Faut bien l'expliquer, c'est-à-dire que les prix du carburant, il y a la TICPE, c'est une taxe fixe imposée sur le prix du baril, et sur cette TICPE qui va directement dans les caisses de l'État, eh bien il y a une TVA qui s'applique en plus dessus, 20%. Donc c'est la taxe. C'est ce qui fait que ça finit par coûter si cher, effectivement. Je propose qu'on en parle au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous êtes nombreux à nous écouter, vous nous appelez aussi, comme Franck qui nous a appelé depuis Toulouse. Bonsoir à vous, Franck. Oui, bonsoir. C'est quoi votre budget carburant, vous? Je sais pas, parce que pour l'instant je m'en sers pas beaucoup du fait que c'est confiné et tout, mais alors moi la question c'était est-ce que ça va influencer sur les élections? Non, du tout. Parce que déjà ce serait trop facile, parce qu'il suffit qu'il bouge un petit peu les taxes et puis il réduit tout le monde. J'espère que ça va pas se résumer avec tout ce qui s'est passé au prix des carburants. Mais vous pensez pas un gros combat entre les partis, mais que les partis. Vous ne pensez pas qu'avec un prix à 2 € le litre, ça va quand même poser un problème politique? Pour l'instant, il n'est pas à 2 € le litre. Pour l'instant, mais attendez, ça vient, bougez pas. Oui, non. On va déjà dire non. Donc c'est déjà un rejet. Franck. Non, je ne rejette pas. Moi, j'y crois pas, parce qu'il est assez malin pour faire ça. Il est sacrément malin. Moi, je pense surtout qu'il va y avoir... à 2 €. Moi, je suis pour l'abstention, et je pense que le jour des élections, comme il a oublié les sportifs, tout ça, moi, je pense qu'on va l'oublier. On va faire un Beauvau, on va faire un Grenelle pour aller se dire, tiens, est-ce qu'on va peut-être aller voter? Et je pense que surtout ce qui va se passer au mois de juin avec la déculottée qu'ils vont prendre,
Je pense que là, vous parlez des régionales. Oui. Priscilla Ludowski. J'entendais monsieur qui disait non, on va pas arriver à 2 euros, mais on était déjà censé être à 2 euros aujourd'hui. En fait, la pétition que j'avais lancée a gelé la valeur carbone, qui était censée arriver à un tarif d'euros et même beaucoup plus d'ici à 2030. Donc en fait, on aurait déjà eu un souci là, en fait. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le niveau de taxe qu'on a actuellement, Priscilla Ludowski, si on retrouvait par exemple le prix du baril qu'a connu François Hollande, juste la période François Hollande, ce qui a mis le feu aux poudres, parce qu'il n'a pas eu de bol là-dessus, François Hollande. Il faut reconnaître, sur ce point-là, il n'a pas eu de bol. Non, mais il n'a pas eu de peau. Il s'est retrouvé avec les prix du baril au plus haut. On serait aujourd'hui à des tarifs à la pompe qui seraient de 2,10 euros. On l'a calculé à l'association 40 millions d'automobilistes. 2,10 euros aujourd'hui à la pompe au litre si on retrouvait les prix du baril de François Hollande. Donc Emmanuel Macron, vu qu'il n'a pas enlevé de taxes, devinez ce qui se passe si les prix du baril montent. La même chose. Effectivement, et c'est compliqué. Bon, merci en tout cas pour votre appel. Ça ne l'est pas. Donc moi, je suis très cartésien et très concret. Ouais. Pour l'instant, moi, j'ai fait du gasoil ce matin, 1,39 quoi. 1,39. Bon, écoutez, ça, c'est cher par rapport à une autre époque, mais c'est pas encore les 2 euros de pierre. Heureusement, c'est pas au prix du gasoil. Il y a des choses bien plus importantes quand même. Effectivement. Même si c'est vrai que ça grève des budgets. Oui. Et non, je pense que là... J'espère que les gens faut être motivés pour rester chez eux, confinés, plutôt que de dépenser. Ça ne sert à rien, sinon ça ferait longtemps que ça serait interdit. Merci à vous, Franck, en tout cas, de nous avoir appelé depuis Toulouse au 0826 300 300 Pierre. Oui, c'est amusant, parce qu'on voit bien qu'il y a un rejet du 2 euros, mais sous l'angle, ça n'arrivera pas. Non, c'est utopique. Non, Emmanuel Macron, il est trop malin pour savoir qu'il ne faut pas aller à 2 euros. Mais non, le problème, c'est que les textes, ils sont là, les taxes, elles sont fixées. Si en budget, on décide pas de soulager ou de mettre une TICPE flottante, une taxe flottante... Ça a déjà été essayé. Voilà. Si on fait rien, on se retrouvera avec ce niveau de prix. C'est moi ou Pierre Chasseret est plus gilet jaune que la gilet jaune qui est avec nous? Je l'écoute et j'acquiesce, donc c'est bien. Vous n'avez plus rien à dire, Priscilla Ludowski. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et surtout, moi, la pétition, elle n'avait pas qu'une seule revendication. Elle demandait la suppression de cette TVA, donc ce serait bien qu'elle soit supprimée, cette TVA. Ce serait bien qu'on permette aux gens de circuler autrement. Si on leur demande de plus prendre leur véhicule, qu'on leur donne des alternatives. Ce serait bien aussi qu'on permette aux gens qui circulent tous les jours, qui n'ont pas le choix que de venir travailler à Paris, qu'on leur donne des alternatives pour bosser plus près, ou qu'on fasse en sorte que les entreprises soient aidées pour ne pas s'installer constamment à Paris et que les gens affluent en masse. Dans les autres grandes villes, d'ailleurs, il y a le même problème à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, effectivement. On ne peut pas punir les gens constamment avec des taxes sans leur proposer des alternatives. C'est quoi votre budget par rapport à ce que vous gagnez en général au travail, votre budget voiture, si je compte tout? Là, c'est difficile parce que pareil, je suis en télétravail. Bien donc sûr. En temps normal, je veux dire, avant les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas une référence que je circulais dans toute la France. C'est pour ça que j'ai dit avant. Je peux vous dire que mon budget était énorme. Mais alors, je sais plus à combien c'était. Je sais que je payais entre 70 euros un plein. Ouais. Et que je le faisais tous les un peu plus de 7 jours à chaque fois. C'est ça. Donc sur le mois, oui, ça faisait beaucoup. Ça faisait énormément. Ça devrait être quel montant du revenu global d'un ménage pour vous, l'automobile et les transports? Je vais pas parler en montant et en forfait, mais je dirais que ça devrait pas être le même montant pour tout le monde déjà, parce que tout le monde gagne pas la même chose. Donc cette taxe, elle aurait dû être adaptée aux revenus. Je ne sais pas quel dispositif et quel mécanisme pourrait être mis en place. Et mais comme en tous les impôts, par exemple. Voilà, tout à fait. Et que ça devrait être lié à ce qu'on gagne. Quelqu'un qui gagne le SMIC ne peut pas payer la même somme que quelqu'un qui gagne beaucoup plus. Moi, je vais plus loin. Je pense que la suppression de la TVA ou l'abaissement, un petit peu comme les tarifs de l'ERDF, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, quand vous souscrivez à l'électricité chez vous, vous avez l'électricité qui vient, mais sur l'abonnement, on part du principe que c'est un besoin de première nécessité. Et donc, vous avez une TVA abaissée aux alentours de 5%. Je pense qu'on pourrait abaisser déjà cette TVA en première nécessité, ce qui ferait économiser en gros comme ça de tête environ 20 centimes sur les prix des carburants. Mais par contre, il faut savoir, c'est ce que je disais à Priscilla et ça l'a beaucoup fait sourire avant l'émission, j'ai trouvé le job que je veux faire plus tard. En fait, je voudrais être centime quand je serai grand. Parce qu'un centime de taxe sur les carburants, c'est 300 millions générés par an dans les caisses de l'État. Donc si je pouvais être centime, moi 300 millions par an, ça me va bien. On va revenir un peu sur Terre quand même, parce qu'effectivement, vous dites l'un et l'autre d'ailleurs.
il faudrait que les taxes baissent, et on peut comprendre très bien pourquoi vous le voudriez. Après, on peut parler de la situation actuelle. Par exemple, l'État français, en général, si vous prenez pendant le premier confinement, le confinement du mois de mars, les 2/3 de la population active étaient payés par l'État de près ou de loin quand on était au chômage partiel dans le privé ou alors fonctionnaire par ailleurs. L'État est encore plus ruiné qu'il y a 2 ans à l'époque des Gilets jaunes, où on vous avait rétorqué, Priscilla Hudowski, qu'on n'avait pas les moyens de vous moi, donner. j'ai une solution. Ouais, Enfin, c'est pas une solution, mais quand on nous a beaucoup opposé ça, que l'État n'avait pas de sous, etc. Ça s'est pas arrangé depuis, en tout cas. Alors ça s'est pas arrangé, mais surtout on va pas chercher les sous là où ils sont. C'est-à-dire que, un exemple, voilà, on a par exemple une association, je ne sais pas si je peux donner son nom, mais c'est en toute franchise, qui lutte depuis des années, une vingtaine d'années contre sur les grandes surfaces. Voilà, sur les grandes surfaces illicites qui sont construites. Et d'ailleurs récemment, il y a le préfet des Alpes-Maritimes qui a été condamné justement parce que sont facilités des accès aux grandes surfaces pour construire sur des lieux où elles n'ont pas le droit. Et là, sur la région PACA, on a 418 milliards qui n'a pas été perçu par l'État. Alors ça, c'est l'estimation effectivement du vieux combat de cette association qui est dirigée par Martine Donnette, qui combat depuis assez longtemps. Si on réplique et si on a des contrôles sur tout le territoire français, imaginons la somme que ça pourrait constituer. À supposer qu'il paye. À supposer qu'il paye, mais à supposer qu'on aille chercher les sous. Parce que là, la dernière condamnation de ce préfet, elle pourrait se répliquer partout. Donc tout ça pour dire que des sous, il y en a. Oui, et puis on va donner un petit chiffre quand même parce qu'il est intéressant. L'argent pour l'État de l'impôt sur le revenu, c'est en gros 80 milliards d'euros, 82 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne. La taxe sur les carburants, c'est 42 milliards d'euros. La proportion, elle est énorme, c'est-à-dire que les taxes carburants pèsent 50% de l'impôt sur le revenu en proportion. On voit bien qu'il y a un problème, on voit bien que c'est trop élevé. Et puis surtout, c'est très inégal. Lorsque vous êtes en campagne, parce que vous achetez une maison qui est un petit peu moins chère pour que vos gamins puissent voir un petit carré de pelouse, et que vous faites ce choix parce que l'immobilier est moins cher, du coup, vous payez plus cher vos déplacements. Donc au final, où est l'intérêt? Si c'est pour créer de la densification urbaine et avoir un étalage urbain qui est contre-productif et perdre nos campagnes et perdre la ruralité, je ne suis pas persuadé que les taxes carburants soient une bonne chose. Vous aviez eu ce mot à l'instant, Priscilla Hudowski, il y a quelques instants, en disant on a tendance à être un peu obligé de travailler dans une grande ville. Vous parliez de Paris, on disait justement que ça valait pour d'autres grandes métropoles, comme Toulouse par rapport à l'Occitanie, Montpellier. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour faire en sorte qu'effectivement quelqu'un qui habite dans la banlieue de Montauban soit pas obligé d'aller jusqu'à Toulouse pour trouver du travail? Comment on inverse cette marche-là? C'était une des propositions que j'avais faites aussi dans ma pétition. Je parlais du télétravail, mais bien sûr encadré, parce qu'il faudrait qu'il y ait une convention nationale là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, on a vu pendant la crise là, au niveau du télétravail. On a tous bricolé en télétravail en plus, parce que ça nous est tombé dessus, on a exactement, justement, c'était tellement pas préparé, alors que depuis un nombre d'années, c'est demandé que ce soit cadré, justement, pour que les gens puissent travailler sereinement et les moyens de le faire chez elles, ou dans des espaces de coworking, comme je proposais, pour que ceux qui sont en banlieue n'aient pas à aller dans les grandes villes, là je pense à Paris, mais effectivement il y en a d'autres, et où on pourrait avoir par secteur des grands espaces de coworking en banlieue pour que les gens puissent aller travailler beaucoup plus près de chez eux, et aussi qu'on puisse aussi les encadrer et ne pas les délaisser, parce que c'est ce qu'on a vu aussi pendant le télétravail, c'est que les gens se sentaient très isolés, vous n'avez pas forcément les moyens financiers de pouvoir avoir l'ordinateur, avoir le chauffage à plein tube parce qu'ils sont en télétravail, etc. Donc il y a des dispositifs qu'on peut mettre en place pour que les gens n'aient pas systématiquement se déplacer vers les villes. On nous dit qu'il faut qu'on désengorge les grandes villes, mais au final, on ne nous facilite pas la tâche, quoi. De toute façon, il y a un certain nombre de grandes villes qui ont tendance d'ailleurs à perdre des habitants aujourd'hui du fait de la qualité de vie. Et puis en plus, le confinement, c'est jamais agréable. C'est agréable nulle part. Ça l'est encore moins dans une grande ville où tout est fermé. Au moins à la campagne, vous profitez de l'air frais et du jardin quand vous en avez un, Pierre. Oui, d'ailleurs, ça fait plaisir à beaucoup de Parisiens que j'ai croisés sur la route en venant ici. Et il faut le dire, Jean-Marie, c'est vrai que les Parisiens et les habitants des grandes villes vont prendre un petit peu d'air du côté de la campagne pendant ce week-end. C'est pareil à Marseille d'ailleurs. Oui, on avait vu beaucoup de trains, justement, beaucoup de départs en voiture. C'est pareil et en même temps, à Toulouse. Et ça peut se comprendre. Vous habitez dans une grande ville, le logement coûte plus cher, vous avez moins de place, vous n'allez pas rester enfermé. Si vous avez l'occasion d'aller dans un endroit plus vaste pour supporter le confinement, ça peut s'entendre. Après, et ensuite, il faut faire attention à ne pas amener le virus un peu n'importe où. Parce qu'en général, les locaux ne sont pas très contents. Merci à vous, Priscilla Hudowski, d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage paru en mars en auto-édition Chronologie. Comment la France a-t-elle géré la crise sanitaire? Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Vous continuez à nous écouter et à nous appeler aussi le cas échéant 0826 300 300. Ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio. Tout de suite avec Pierre Chasseret, on vous présente le métier auto de la semaine.
Et le métier auto de la semaine, ou plutôt le monde automobile de la semaine, c'est le textile automobile, Pierre. Et le textile, avec Jean-Baptiste Georges, qui est notre invité. Pourquoi ? Eh bien parce que lui, son choix a été de créer, à travers sa passion automobile, une ligne de vêtements dédiée à la passion automobile. Alors j'en porte un sur moi, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, notamment un petit polo. Vous êtes Jean-Baptiste Georges, le créateur de Norman Stone. Alors pourquoi ce nom extrêmement compliqué quand on le prononce d'un seul coup ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis inspiré de trois endroits mythiques de la planète. Mais je me permets d'abord de vous saluer, parce que j'en ai omis la politesse. Bonjour. Bonjour à vous et soyez bienvenue sur Sud Radio, Jean-Baptiste Georges. Merci de m'accueillir. Effectivement, donc Normanstown, c'est la contraction du nom de trois très grands circuits que connaissent la planète, que sont le Nürburgring, Le Mans et Silverstone. C'est trois lieux que tous les passionnés connaissent, qui forcément... Des circuits mythiques. Voilà, qui bercent la vie des passionnés, je pense, comme moi en tout cas. Alors comment ça se passe pour celui qui nous écoute et qui a envie peut-être de se lancer dans un projet de vie assez fou, parce que vous aviez une vie avant de lancer cette marque de textile, d'ailleurs dans le monde automobile. Comment on fait pour se lancer dans une ligne de textile automobile ? Alors, faut déjà avoir un projet de ligne. Enfin, moi, c'est parti de là d'ailleurs. C'est que, en fait, je suis parti d'un constat simple. C'est que quand je travaillais en veste de costume et en chemise, je me disais, c'est dommage, mais des chemises sur lesquelles j'aimerais partager ma passion, mais finalement, je trouvais pas chaussures à mon pied, s'il faut parler chaussures. Et donc, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas un produit qui permette d'avoir la sobriété d'un vêtement qu'on peut mettre au quotidien dans le travail ou pour des événements, mais qui puisse me permettre de partager ma passion, donc avec des motifs qui pourraient, par exemple, dans mon cas, rappeler certains modèles mythiques et iconiques de l'histoire auto et moto. Donc, mais du coup, je vous propose qu'on les décrive d'ailleurs, parce que vous êtes en direct sur Sud Radio, on vous entend, la grande majorité d'entre vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous entendez Jean-Baptiste Georges. Pour ceux d'entre vous qui êtes sur Facebook, vous le voyez en Facebook Live. À quoi ressemble, donnez-moi un exemple d'un des articles principaux justement que vous avez créé. L'article principal, j'ai une chemise ici que je porte. Alors, je ne sais pas, en m'approchant de la caméra. C'est pas très grave, décrivez-le. C'est une chemise blanche, donc dans sa grande majorité. Donc on pourrait mettre avec n'importe quel costume si on le souhaitait. Dans laquelle j'ai été mettre des motifs qui sont en rappel avec l'automobile. Alors là, en l'occurrence, il s'agit donc des jantes assez mythiques que les Porschistes connaissent, qui sont des jantes Fuchs, en l'occurrence, qu'on trouve sur les toutes premières Porsche 911. Et ces jantes et les carburateurs bien connus aussi de ces véhicules-là. Donc, vous avez des jantes et des carburateurs sur le col de votre chemise. Voilà, exactement. Il faut le dire quand même. Sur la passion automobile, ça en dit long. Et alors, sur celui que je porte, décrivez-moi un petit peu, puisque vous le voyez, décrivez-nous celui que je porte. Sur le polo, donc le polo que porte Pierre, effectivement, c'est un motif qui vise les passionnés d'anglaise. Donc il est vert anglais, ce polo. On peut pas, là pour le coup c'est très flagrant. Et donc les motifs qui sont sur les cols et les bords des manches sont faits en fait des fameuses jantes qu'on voit souvent sur les voitures anglaises, des jantes à rayons, des jantes sur lesquelles il fallait un marteau d'ailleurs pour serrer la jante. C'était un écrou à frapper au milieu de ces jantes. Donc c'est très très typique. Et j'ai repris de silhouette, la silhouette de la Jaguar XK120 qui est une Jaguar mythique et des Austin qui sont des petits coupés anglais. Alors bien évidemment là, la chance que j'ai, c'est des modèles qui sont tombés dans le domaine public en termes d'image, parce que je dois bien évidemment faire attention aussi à ça. Mais donc voilà, qui permettent aux passionnés d'anglaise de se reconnaître et c'est cette idée-là en fait. La passion, c'est un liant. Et je me suis imaginé dans un contexte tout bête. Vous êtes dans un mariage, vous êtes invité à un mariage, vous connaissez peu de personnes, et vous allez voir quelqu'un qui a une chemise ou un polo assez classe. Et là, vous allez le voir et vous lui dites, mais t'as la jante de la fameuse Jaguar. Et voilà. Et ça peut être justement le début d'une discussion et c'est vrai. Enfin, moi, je me suis rendu compte des fois quand j'étais dans le commerce, j'étais dans le bureau d'un client et je pouvais constater, par exemple, tel ou tel
Alors moi j'étais dans le milieu de l'auto, donc forcément on était à peu près tous passionnés de moto, mais d'auto et de moto, mais ça pouvait par exemple être une photo de la proue d'un bateau, d'un voilier, et peut-être c'était l'occasion de dire tiens, vous aimez la voile, et de commencer une discussion qui dans le cadre commercial est super importante, hein, parce que quand on est dans le commerce, c'est aussi des fois sur des petits éléments informels qu'on arrive à créer des liens, et c'est aussi vrai dans la vie courante. Voilà, c'est vrai dans la vie courante. Donc je me suis dit ça peut être l'occasion de partager notre passion discrètement, parce que souvent, même si j'aime bien en porter, les vêtements passionnés, on est souvent un peu le panneau publicitaire ambulant avec des vieux logos vintage, des designs un peu façon chemise de paddock. Et je voulais pas rentrer là-dedans. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit moi j'aimerais me lancer un petit peu comme l'histoire de Jean-Baptiste Georges de Norman Stone sur une marque de type textile qui rappellerait l'automobile. Ça serait quoi le conseil numéro 1? Parce que là, vous l'avez vécu, j'ai envie de dire, de face au vent. Le premier conseil que je donnerais, c'est de bien s'accrocher. Surtout toujours s'accrocher pour créer ça. Il faut éviter, il faut éviter de la créer 2 mois avant l'arrivée d'un Covid-19. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Effectivement, mais en tout cas. Mais effectivement, le vrai conseil, c'est de savoir déjà où on va et de s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai fait appel à des entreprises. Alors au début, on se bat aussi parce qu'il y a des gens qui nous prennent au sérieux, d'autres même. Mais moi, je travaillais avec un fabricant pour mes chemises. On dit un façonnier dans le milieu. J'ai découvert, parce que je ne viens pas du monde du textile, on dit un façonnier dans le textile, et donc je travaille avec un façonnier qui en plus est à 50 km du Mans, hein, la terre sainte des passionnés d'automobile. Et donc lui m'a fait confiance en France, donc effectivement. C'est un façonnier qui travaille déjà pour des grandes marques, je tairai, mais des grandes marques du luxe. Et donc ça a été 2 choses géniales, c'est que j'avais affaire à quelqu'un qui était très ouvert, qui m'a donné déjà aussi, qui m'a accueilli, qui m'a pris au sérieux, mais aussi qui m'a permis des fois par des petits conseils ou par des réseaux de connaissances. Donc c'est faire marcher un réseau, c'est bien se renseigner, il y a énormément. Alors moi je vis dans le Nord, à Lille, hein, je suis basé, ça rejoint d'ailleurs, voilà, donc même s'il n'y a plus grand-chose, il y a beaucoup d'associations qui aimeraient revoir le textile en France, et moi, enfin dans le nord de la France, et moi aussi j'aimerais pouvoir demain vous dire que mes polos ils sont fabriqués. Pour l'instant ils sont fabriqués au Portugal, les polos, mais vous imaginez Jean-Marie, s'il avait été du côté de Calais, il nous aurait fait des trucs en dentelle. Oui, exactement, bien vu, une belle culture géographique de la France, en tout cas. Normanstone.com justement pour découvrir tous vos articles, vos polos, vos chemises. Justement, merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Un grand merci à vous. Sur Sud Radio, Jean-Baptiste Georges, fondateur de Norman Stone, marque de textile pour et par les passionnés de l'automobile. Ça roule revient dans quelques instants avec Pierre Chasseret. Vous nous appelez toujours 0826 300 300. On est en plein confinement, toute la France. On y est tous passés là pour le coup. C'est à partir de ce week-end. Est-ce que vous avez besoin d'acheter une voiture d'occasion? Comment ça se passe en ce moment? On en parle tout de suite sur Sud Radio.